soir, une enquête qui va vous donner le goût de faire tout un ménage dans votre trousse de cosmétiques. J'ai arrêté de me teindre les cheveux il y a plusieurs années. J'utilise très peu de produits cosmétiques. Non seulement il y a des contaminants éternels dans le maquillage, mais il y a une nouvelle étude qui démontre jusqu'à quel point on les absorbe. Les femmes d'ici étaient déjà sensibles au fait que Marcel était une marque québécoise. Merci. C'est vraiment un sujet d'actualité, hein? D'ailleurs, la marque québécoise Marcel a été condamnée à une amende salée parce qu'elle n'avait pas déclaré des contaminants dans ses produits. Une entreprise qui a eu à payer 500 000 $. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'être le prochain ou la prochaine. Sylvie Fournier et Gil Shohat vont vous démontrer que beauté rime parfois avec danger. Bienvenue à Enquête. Isabelle revient à l'hôpital Sainte-Justine 15 ans presque jour pour jour depuis la naissance de sa fille. Je pense que c'est la première fois que la grande sœur prenait la petite sœur. Elles ont 3 ans d'écart. Donc, quelques jours à peine, quelques heures. Je pense que c'est la première journée. Nous avons changé son nom parce qu'à l'époque, elle a participé de manière anonyme avec 2000 autres Canadiennes à une vaste étude baptisée MIREC, une cohorte de recherche mère-enfant qui s'intéresse aux contaminants environnementaux. On entend parler beaucoup de déficit d'attention, d'autisme, de toutes sortes de choses. Puis on se dit, mais d'où ça vient tout ça? Il y a possiblement, à mon avis, une composante qui vient des produits qu'on utilise. C'est vraiment important d'aller faire des recherches pour déterminer les bonnes causes, pas seulement spéculer. Isabelle et son enfant ont fourni des échantillons biologiques pour mesurer leur niveau d'exposition à différents produits chimiques. « 15 ans plus tard, ces données se sont avérées précieuses pour la chercheuse Amber Hall. Elle s'est demandé si elle pouvait y trouver un lien entre les PFAS et l'usage des produits de beauté. Les produits de soins personnels sont des choses qu'on utilise tous les jours. Ce matin, j'ai utilisé du shampoing. Ensuite, j'ai mis du maquillage, avant même de venir ici. Il est extrêmement important de poser des questions sur ce qu'il y a dans ces produits. Maquillage, vernis à ongles, produits capillaires, teintures, parfums, la liste des produits suspects est longue. Nous sommes bombardés de messages publicitaires qui en vantent la performance et qui nous laissent croire qu'ils sont inoffensifs. Mais ce que Amber Hall a découvert est plus préoccupant. Les mères qui utilisaient du maquillage au quotidien présentaient des taux de PFOA supérieurs de 14 % au premier trimestre. Nous avons obtenu des résultats similaires dans le lait maternel, avec une hausse de 17 %. Ces travaux ont mené à des résultats inédits. La chercheuse s'attendait à trouver un lien avec les perfluorés, mais pas de cette importance. Savoir qu'une seule source d'exposition, venant uniquement des produits d'hygiène personnelle, suffit à augmenter la concentration de ces composés associés à de si nombreux effets sur la santé, c'est alarmant. Rien de cela ne surprend Sébastien Sauvé, qui s'intéresse de près à l'omniprésence des PFAS autour de nous.
en train de mesurer qu'est-ce qu'il y a dans le lait à l'épicerie. Du lait normal, il y a des PFAS. Donc, combien il y en a? Quel type de PFAS? Est-ce qu'il y a des laits qui en ont plus que d'autres? Ce professeur de chimie environnementale est une sorte de détective. Il cherche des PFAS. Les PFAS, de l'anglais Parent Polyfluoroalkyl Substances, sont des substances cancérigènes. Et des PFAS, il en trouve partout. Dans mes recherches, je traque les PFAS dans l'eau, les poissons, la nourriture, les boues d'épuration, l'environnement. Et dans les cosmétiques. En 2020, il a contribué à des analyses sur 38 produits de beauté disponibles au Canada. Tous contenaient des niveaux mesurables de PFAS. Quelques-uns, des fonds de teint hydrofuges, en concentration particulièrement élevée. On arrive avec des niveaux de 1,5 à 2 %, alors que d'habitude, on est dans des niveaux en bas des parties par million, des parties par milliard, des parties par trillion, la partie par million d'une partie par million. Là, d'arriver proche du pourcent ou dans les niveaux de pourcentage, c'est énorme. On n'avait jamais vu ça. Certains résultats sont 1000 fois au-dessus des nouvelles limites proposées par le gouvernement fédéral, en particulier pour une certaine famille de PFAS. On a même eu des problèmes à faire nos analyses après au labo. On a été un mois ou deux où on ne pouvait plus faire l'analyse de cette famille-là parce que notre système était contaminé. On sait encore peu de choses des effets sur la santé de plusieurs de ces substances. On a beaucoup d'inquiétudes sur la famille des PFAS. Ça, on est quand même assez convaincus. Il y a des structures analogues. Donc, chimiquement, c'est dans la famille. Et donc là, l'industrie nous dirait qu'il n'y aura aucune preuve de la toxicité. Et puis, le principe de précaution nous dirait que, vu l'analogie moléculaire, on devrait être prudent avec des molécules qui ressemblent aux PFAS. Les prétentions de l'industrie soulèvent des doutes et les scientifiques n'ont pu établir la toxicité que d'une poignée seulement de composés perfluorés. Vérifier tous les PFAS prendrait des décennies. Je pense qu'il faut réglementer le groupe parce qu'il y a des milliers de molécules PFAS différentes. Si on met le fardeau sur des chercheurs académiques, sur les agences gouvernementales, de faire le poids de la preuve pour chaque nouvelle molécule qui a une toxicité, on n'en finira pas. Là. Ça va être une course par en avant. Historiquement, au Canada, puis c'est vrai à peu près partout dans le monde, on va réglementer une substance à la fois. Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Bien, le fait de dire, on ne va pas faire 4000 règlements, mais on va faire un règlement pour 4000, c'est une façon d'aller plus vite. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, prône une approche radicale. Introduce Minister Steven Guilbeault. Over to you, Steven. Merci, bonjour tout le monde. Réglementer les milliers de PFAS comme un seul groupe, une première au Canada pour des produits toxiques. Dans certains cas, on va carrément interdire. Dans certains cas, il est possible que pour certaines applications, les entreprises puissent continuer de l'utiliser, mais dans un contexte très précis, avec un cadre réglementaire très précis. Le Canada serait parmi les premiers au monde à réglementer les PFAS de cette manière. Et le temps presse, selon la chercheuse Amber Hall, qui s'inquiète pour les populations vulnérables comme les femmes enceintes. Ce sont des populations très vulnérables. Pendant la grossesse, le fœtus est en pleine croissance, se développe et change. L'exposition à des produits chimiques pendant cette période peut avoir des effets sur la santé plus importants que si l'exposition survient plus tard. À 2 pas de l'hôpital Sainte-Justine, où Amber Hall et ses collègues ont trouvé des PFAS dans le sang des mamans, se trouve l'hôpital Sainte Mary, un des plus grands centres d'obstétrique à Montréal. La docteure Lyndia Dernis y côtoie des femmes enceintes en tant qu'anesthésiologiste. On impacte souvent la génération de la maman, la génération du bébé, et puis, je vais vous le dire, en fait, on impacte aussi la génération des enfants de ce bébé à naître. Parce que cet enfant a déjà, en tout cas si c'est une petite fille, elle a déjà ses gamètes, elle a déjà ses ovaires dans le ventre de sa maman. Donc on impacte 3 générations d'un coup. La docteure Dernis reconnaît que certains PFAS sont encore nécessaires. Certaines sondes internes qui vraiment le nécessitent et qui sont une question de vie ou de mort pour ces patients-là, si on n'a pas d'alternative pour ce matériel qui est vraiment vital pour les patients, soit. Mais il est impératif, croit-elle, d'interdire les PFAS là où ils ne sont pas indispensables. Que ce soit dans les cosmétiques, que ce soit dans les appareils culinaires, dans la cuisine, tout ça, c'est pas normal.
c'est pas normal. On devrait être capable de réduire la production globale et notre exposition. Je veux bien faire quelques exceptions, mais pour le papier d'emballage de hamburger ou pour du fond de teint ou pour mettre sur nos vêtements parce qu'on va être plus au sec pour faire du sport, pas convaincu que ça vaut la peine de s'empoisonner pour ces éléments de confort-là. S'empoisonner et parfois à notre insu. Plusieurs PFAS décelés dans les produits cosmétiques n'apparaissaient pas sur la liste des ingrédients. Dans presque tous les produits cosmétiques, on trouve des traces c'était pas du tout clair dans les produits les plus contaminés qu'il y en avait. Dans la majorité des cas, il n'y a rien d'écrit. Les PFAS sont partout. Leur production génère des revenus qui se chiffrent en milliards. Les réglementer risquent de déplaire à l'industrie chimique. Isabelle espère qu'on protégera d'abord les gens qui sont exposés. Je pense que c'est une lourde responsabilité pour le consommateur de prendre chaque pot à la pharmacie et de se demander est-ce que c'est pertinent pour moi de l'utiliser ou pas. On ne possède pas les connaissances suffisantes. Il faut que les gens qui les possèdent, ces connaissances-là, les experts, se prononcent et le gouvernement doit suivre les lignes directrices par la suite. Un pays l'a déjà fait. Le Danemark a connu son lot de scandales liés à la contamination par des PFAS. C'est maintenant l'un des pays les plus proactifs sur cette question. Une exception dans le monde. Et tout a commencé par une petite révolution. Au retour, la guerre aux contaminants et la révolution du popcorn au micro-ondes. On a dû mettre une affiche ici pour expliquer pourquoi on ne voulait pas vendre du popcorn qui contient des produits chimiques nocifs. La seule façon de commencer à se débarrasser des PFAS, c'est de réduire l'utilisation à la source. Et c'est comme ça que le popcorn au micro-ondes est devenu un sujet très chaud au Danemark. Nous sommes chez Coop, un des plus grands détaillants au Danemark avec ses 2 millions de membres. The food packaging is around here. But where's the microwave popcorn? Is where the chips... over here? Oh, yeah. Is that it? This one? This one. We have no Co-op. The shelf is empty. Pas de chance, tout le popcorn de marque maison est vendu. En mai 2015, la tablette était vide aussi, pour une autre raison. Coop venait de lancer la révolution du popcorn. On a dû mettre une affiche ici pour expliquer pourquoi on ne voulait pas vendre du popcorn qui contient des produits chimiques nocifs. L'affaire fait même les manchettes. Supermarkedskæden Coop fjerner nu mikroovnspopcorn til mikroovnspopcorn. Ja, så har Coop nu frivilligt valgt at stoppe salget helt. Les PFAS dans le papier, en présence de matières grasses et à très haute température, vont migrer dans les aliments. C'était une étape importante et aussi emblématique de notre travail de finalement réussir à éliminer les PFAS. Ça a pris 8 mois. Coop a même fait des publicités amusantes pour expliquer sa démarche aux consommateurs. Malene Teller-Bloom a joué un rôle clé dans cette révolution. Responsable de la sécurité des produits chez Coop, elle a lancé un incroyable défi à ses fournisseurs pour les amener à retirer les perfluorés de leurs produits. Et c'est grâce au courage de Coop et Méline qui ont pris cette décision. Ça envoyait un signal très fort que certaines choses n'en valaient pas le risque. Senia Trier a été une alliée de taille dans cette croisade. C'est une maman, mais elle est surtout professeure, chercheuse, experte mondiale sur les PFAS. Quand mon fils était petit, ils avaient du popcorn pour micro-ondes à la maternelle, et toutes les années suivantes. C'est le pire scénario, parce que c'est justement le système immunitaire des enfants qui est affecté. Ça soulevait la question, est-ce vraiment essentiel? C'est en partie grâce aux travaux de Senia Trier si le Danemark est à l'avant-garde sur la question des PFAS.
Dans ce pays connu d'abord pour son amour du design, le développement durable et la protection de l'environnement sont prioritaires. Étonnamment, c'est au Canada que le parcours de Sonia Trier avec les PFAS a pourtant commencé. J'ai fait mon bac et ma maîtrise à l'Université Carleton à Ottawa. Et pendant cette période, j'ai commencé à faire beaucoup de ski de fond. Et j'avais cette petite cire fluorée. Le fluor organique dans les cires utilisées pour le ski de fond résiste à l'eau et réduit la friction. J'ai demandé à mon superviseur, est-ce que ce fluor organique pose un problème? J'en utilise au moins 2 chaque année. Et il a dit, probablement. C'est comme ça que ça a commencé. Sonia Trier soupçonne rapidement que ces mêmes substances se retrouvent dans différents emballages alimentaires. Plus de 60% des emballages que j'ai échantillonnés au Danemark, en Suède et au Canada contenaient des PFAS. I have a background as an analytical chemist and advisor at the National Food Institute of Denmark, where I worked for 15 years on food contact materials. Le sujet fait l'objet de conférences, de reportages, que Melanie Teller-Bloom, de Coop, suit avec intérêt. Un jour, elle prend publiquement une décision qui va transformer l'entreprise. At forbyde mikroovnspopcorn på grund af det indeholdte hormonforstyrrende fluorerede stoffer i emballagen. Au cours d'une entrevue, j'ai décidé d'interdire les PFAS sans consulter la direction de Coop. Après, j'ai appelé mon patron et j'ai dit « J'espère que vous avez confiance en mon jugement, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. » Les emballages alimentaires et les sacs de popcorn ne sont qu'une première étape. Suivent les vêtements imperméables, manteaux et bottes d'hiver et enfin les cosmétiques. But there was no PFAS in this? Yeah, no. Mais cette fois, avant de s'adapter, les fabricants de produits de beauté résistent. On a essayé de discuter, d'avoir un dialogue, mais on n'a pas pu les convaincre de les enlever. On a dû retirer ces produits de nos magasins. What about the waterproof mascara? Can we try? Yeah, no, this is also not... No PFAS? No. Coop est finalement parvenu à offrir des cosmétiques sans PFAS. Ultimement, le détaillant a ni plus ni moins forcé le gouvernement danois à agir. On a fait progresser les choses dans la bonne direction. 1 mois plus tard, le Parlement a adopté un plan ambitieux sur les perturbateurs endocriniens et les PFAS. 3 ans plus tard, la loi est entrée en vigueur. D'autres produits ont été visés depuis par le gouvernement. Les cosmétiques d'abord, mais aussi, entre autres, les mousses extinctrices, les imperméabilisants en aérosol, les textiles, les chaussures. Les gens ne vont pas se retrouver pieds nus s'il n'y a pas de PFAS dans leurs souliers. Et tous ces produits de consommation contiennent de grandes quantités de PFAS qui se retrouvent dans nos incinérateurs. Et qui sait comment cette pollution va se répandre ensuite? Ce n'est pas fini. Coop continue de pousser ses fournisseurs à l'innovation. La prochaine étape est de supprimer progressivement les PFAS des poêles à frire et des équipements de cuisine. And this is an example of a pan without PFAS. But we also have our own private label without PFAS. But it was C'était beaucoup de travail. Personne ne s'était jamais posé ces questions avant. Ils ont dû revoir toute leur gamme de produits. Les gens disaient « Mais quoi ?» Ils ont passé beaucoup de temps à les éliminer de leurs produits. Selvom de enkelte kemikalier ikke nødvendigvis er skadelige i sig selv, kan det have en uforudsigelig effekt, når vores kroppe påvirkes af flere kemikalier samtidig. Det kalder man cocktail-effekten. En prenant position et en restreignant les PFAS dans ses produits, Coop a changé la donne au Danemark et forcé un débat national sur leur réglementation. Det største menneskeforsøg er i gang. Lad os stoppe det. Vi har derfor udviklet et forslag mod nogle af de mest problematiske kemikalier. Nous avons repoussé les limites. Et j'ai personnellement reçu une lettre du premier ministre remerciant Coop d'avoir attiré l'attention sur ce problème sérieux et de les avoir amenés à prendre la bonne décision. Le Danemark tente d'inciter le reste de l'Europe à suivre ses traces.
mais se heurte à une farouche opposition de l'industrie chimique, dont les tactiques de lobbying viennent d'être mises au jour par un consortium international de journalistes. Vous nous parlez aujourd'hui d'une enquête qui fait grand bruit. Elle concerne la pollution au PFAS, les fameux polluants éternels. Oui, c'est une enquête menée depuis plus d'1 an par 46 journalistes dans 16 pays. On y apprend comment les industriels agissent pour empêcher que l'Europe restreigne l'usage des PFAS. Il révèle, ces journalistes, que de nombreux arguments instillés dans le processus de décision publique sont faux, trompeurs, potentiellement malhonnêtes. Une campagne de lobbying donc, mais aussi une véritable campagne de désinformation. Il y avait un projet de loi en France qui, pour le moment, est un peu avorté. Il y a des discussions aux États-Unis. Il y a des démarches qui se font au Canada. Le parcours est tortueux, c'est lent, et il y a toujours un pushback de l'industrie à chaque étape. Le Canada veut se montrer ferme devant la présence des PFAS qui s'immiscent jusque dans nos produits de beauté. Mais un obstacle de taille pourrait freiner ses ambitions. Au retour, présence de PFAS dans les cosmétiques, la marque québécoise Marcel l'a payé cher. C'est pourquoi on veut réglementer toutes les composantes chimiques. Hello. Have you heard? Don't wash your hair. There are harmful chemicals right in your shampoo. Devant l'inquiétude suscitée par la présence de substances chimiques dans les produits sur le marché, l'Alliance canadienne des cosmétiques a produit cette vidéo pour rassurer le public qu'ils sont sans danger. The products that are on the market today from legally compliant companies are safe products. Mais 2 cas récents sèment le doute. 2 des plus grands joueurs de l'industrie cosmétique au Canada ont été pris en défaut pour la présence de PFAS dans leurs produits. C'est une marque qui soit hypoallergène, sans parfum. Il y a vraiment une relation de confiance qui s'est installée. Pour ses 75 ans en 2024, le groupe Marcel a reçu un cadeau peu enviable. Une amende d'1 demi-million de dollars. Je pense que tout le monde dans le domaine maintenant sait que c'est arrivé, qu'il y a une entreprise qui a eu à payer 500 000 $. Puis je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'être le prochain ou la prochaine. Un inspecteur fédéral découvre en 2021 que 200 000 crayons traceurs pour les yeux, les sourcils et les lèvres contiennent du perfluorononyl diméthicone, un PFAS qui donne aux produits une texture soyeuse et les rend hydrofuges. Le fabricant n'a pas informé les autorités canadiennes de la présence de cette substance dans ses produits, une erreur qu'il attribue à son fournisseur. L'entreprise doit signaler qu'elle veut l'utiliser. Ensuite, le ministère va faire l'évaluation. Est-ce que cette substance-là, elle est permise ou non au Canada? Et là, si elle est permise, est-ce qu'elle est permise, mais à certaines conditions? Donc, est-ce qu'il y a des restrictions dans son utilisation? Le perfluorononyl diméthicone est loin d'être inoffensif. Avec le temps, il peut se dégrader en d'autres PFAS qu'on soupçonne d'être liés au cancer. Les crayons sont mis en quarantaine dans l'entrepôt du groupe Marcel à Montréal. Le fabricant conteste. Son produit, dit-il, ne contient qu'1 à 3 % de la substance en litige. On est bien au-delà des niveaux qu'on tolérerait dans l'eau potable ou dans la nourriture. Donc, même si on a une petite partie qui est absorbée, c'est énorme. Devant le tribunal de l'environnement, Groupe Marcel plaide l'absence d'effets nocifs ou de danger pour la vie ou la santé humaine. Il demande la permission d'écouler les produits pour éviter des pertes de près de 3 millions de dollars. Le tribunal refuse. Je fais un parallèle, encore une fois, vous dépassez la limite de vitesse de 30 km/h sur l'autoroute. Vous avez beau plaider votre cause avec le policier. Je ne recommencerai pas, monsieur, madame la policière, ça ne marche pas comme ça. Là. Puis encore une fois, je le dis, là, je suis 100% d'accord avec la décision qui a été prise, mais ce n'est pas moi, le ministre, qui l'a prise, c'est la direction de la protection de l'environnement qui l'a fait. Le groupe Marcel a refusé notre demande d'entrevue. Par courriel, il nous écrit que ces produits répondent à des normes de qualité internes strictes afin de respecter les exigences réglementaires. Tous les crayons visés ont été détruits. Ça me rassure. Par contre, c'est difficile de faire le suivi de tout. Ils n'ont probablement pas assez de ressources pour faire toutes les analyses qu'ils devraient faire, toutes les poursuites qu'ils devraient faire.
Le cas Marcel n'est peut-être que la partie visible du problème. Sephora, au cœur de la beauté. Un des leaders mondiaux de la vente de produits de beauté a aussi enfreint la loi. Sephora distribue une large gamme de cosmétiques dans ses boutiques et en ligne. Les inspecteurs ont repéré une 50aine de produits de marques différentes contenant des PFAS interdits, dont 2 crayons traceurs de la marque Maison. Près de 24 000 articles ont dû être retirés en 2023 sans que le public n'en soit avisé. Ce qui me fait sentir belle, c'est quand j'arrive à être vraiment moi. L'Empire Sephora aurait fait preuve d'un manque flagrant de considération de la loi, selon des documents judiciaires obtenus par enquête, ou d'une défaillance majeure de ses procédures internes de vérification de la conformité. Sephora n'a pas répondu à nos questions. Si les entreprises ne font pas bien leur devoir, ça peut être facile de passer, ça peut peut-être être facile de passer à côté de quelque chose. C'est pourquoi on veut réglementer toutes les composantes chimiques de la famille. Mais pas toutes les composantes de la famille. Rappelez-vous, le Canada propose d'innover en réglementant les PFAS comme un groupe unique. Sauf qu'après consultation, on a retiré de cette liste les fluoropolymères. Le plus connu est le téflon, ou PTFE. Ils sont justement très utilisés dans les cosmétiques. Alors, pourquoi les exclure? Parce que d'un point de vue scientifique, on était en terrain plus incertain. La science n'est pas aussi avancée sur les impacts de ces produits-là que sur l'ensemble de la classe des PFAS. Les fluoropolymères sont présents dans beaucoup d'ustensiles de cuisine et de vêtements imperméables. On sait qu'ils sont polluants. Les fluoropolymères se dégradent et génèrent les molécules que nous, on mesure. Donc oui, initialement, ça a l'air stable, puis avec peu de risques, mais moindrement que ça commence à se dégrader, ça génère plein de produits. Donc, il faut être vigilant par rapport aux pressions et aux lobbies industriels pour générer trop d'exceptions et d'entorses aux règles. Ces lobbies sont bien organisés. En Europe, le fabricant de téflon a payé ses employés pour s'opposer bruyamment à l'interdiction des polluants éternels. Le projet de loi est suspendu. C'est le même modus operandi que pour les pesticides. Et c'est presque les mêmes compagnies. Et dans certains cas, c'est les mêmes compagnies. Donc, c'est de financer, produire, soutenir des études scientifiques qui peuvent être, dans certains cas, bien faites et valables, mais qui sont biaisées, qui peuvent avoir des demi-vérités ou qui peuvent avoir été conçues spécifiquement avec un objectif. La décision du Canada de retirer le téflon et autres fluoropolymères de la liste des produits toxiques se fonde entre autres sur cette étude. Les auteurs sont tous employés par des compagnies qui fabriquent des fluoropolymères, sous la direction d'un ancien cadre de DuPont Chemours, qui a d'ailleurs défendu les intérêts de l'industrie auprès de Santé et d'Environnement Canada. Et elle est entièrement financée par l'industrie. Toute étude qui est financée par l'industrie qui est en conflit d'intérêts ne devrait pas être utilisée pour des réglementations. Si la science est en conflit d'intérêts, ce n'est pas valable. Face à cet apparent conflit d'intérêts, une soixantaine de médecins et de scientifiques canadiens, dont Sébastien Sauvé, ont manifesté leur inquiétude dans une lettre au ministre en septembre 2024. Ils estiment qu'il y a nécessité urgente de redoubler d'efforts pour éliminer la menace que représentent ces substances. Le ministre assure qu'il s'appuie sur l'avis des experts au sein de son ministère. Écoutez, moi, si j'écoutais l'industrie, je ferais rien, là. Je veux dire, je suis un peu en porte-à-faux avec l'industrie pétrolière. L'industrie de l'automobile n'est pas particulièrement fan de ce que je fais. Les raffineries, l'industrie pétrochimique. C'est pas ce qui guide mon action, ni celle de mon ministère, je peux vous assurer. Les auteurs de la lettre estiment qu'il faudra au moins 5 ans avant qu'un projet de réglementation n'aboutisse. Un rythme bien trop lent, selon eux, au regard des problèmes posés par les polluants éternels en l'absence d'une évaluation scientifique complète. Ils roulent à 20 km/h au lieu de leurs 5 km/h habituels. Donc, le sentiment d'urgence est 4 fois plus vite, mais on est quand même à une vitesse qui est assez lente. On étudie ces substances
depuis 20 ans. Et on a produit des centaines d'études démontrant des liens entre les PFAS et leurs effets sur la santé humaine. En tant que scientifique, je demande aux décideurs, combien de preuves faut-il encore? Ces révélations sur les dangers potentiels de certains produits de beauté confirment à Isabelle qu'elle a fait œuvre utile en participant à l'étude MIREC. Peut-être que ma fille n'a pas eu la chance d'avoir une réglementation qui, durant le moment où elle était fœtus ou toute petite, la protégeait. Mais peut-être que le fait de participer maintenant à une étude et puis que les données s'accumulent, éventuellement, je me dis, mais ça aura servi à ce qu'on protège des futures générations, d'autres enfants. Isabelle est impatiente de voir ce que le Canada fera pour que beauté ne soit plus synonyme de danger. J'ai un message pour vous de la part des scientifiques qui ont participé à ce reportage. Ils ne veulent en aucun cas décourager les femmes à allaiter. Pourquoi? Parce que des PFAS, il y en a dans l'eau et il y en a aussi dans certains laits maternisés. La semaine prochaine, on vous parle de la crise des surdoses, mais pas avec des statistiques, avec ceux qui la vivent, ceux qui sont confrontés aux mélanges très dangereux qui circulent dans nos rues. La mort, elle est déjà là, tu sais, comme... Elle est à 2 pas de moi, là, tu sais, c'est à une seringue près de... Quand ma fille est morte d'une overdose, elle n'est pas morte de drogue. Elle est morte en essayant de souffrir moins. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine.